Bonjour, cette vidéo constitue une introduction au module VHDL FPGA. Je vais ainsi rappeler la technologie des circuits logiques programmables, donc à savoir les PLD, et plus spécialement les FPGA. Donc, je vais commencer par présenter tout d'abord la différence entre logique câblée et logique programmée et l'évolution dans ce domaine. Et faire un tour d'horizon des circuits de base, que ce soit en logique combinatoire ou en logique séquentielle. Viendra ensuite la description des principes de base et technologies utilisées dans la conception des PLD, PLD pour Programmable Logic Device, ainsi que leur classification. Je finirai par la description de l'architecture des FPGA. Alors, les circuits numériques permettent la commande, comme on sait, des systèmes embarqués ou des systèmes automatisés. Alors ces circuits numériques ont connu une très grande évolution durant le temps. Au début, la logique de commande numérique était câblée et réalisée par voie matérielle, en utilisant des composants de logique combinatoire et de logique séquentielle. Cette logique câblée permet un traitement parallèle, matériel, donc parallèle de l'information, mais en contrepartie, elle exige un grand nombre de composants, ce qui rend les montages encombrants et chers. Et enfin, elle propose des solutions qui sont figées et moins flexibles. C'est-à-dire, par exemple, si un changement mineur intervient dans le cahier de charge de commande d'un système donné, le circuit câblé proposé est à refaire. Alors, pour résoudre le problème d'encombrement des composants et le manque de flexibilité, on est passé à la logique programmée. Alors, cette logique programmée, elle propose une solution de commande basée sur des circuits programmables du côté hardware, comme les microprocesseurs, les microcontrôleurs, et du software qui est flexible et adaptable avec les différents cahiers de charge. Alors, ensuite, avec le développement incessant de la technologie des mémoires électroniques et de l'intégration des circuits intégrés, les fabricants de ces derniers ont donné naissance aux circuits logiques programmables, ça veut dire ce sont des circuits à architecture programmable qu'on appelle les PLD, Programmable Logic Device, qui sont des circuits intégrés avec une architecture matérielle. Donc, c'est l'architecture matérielle qui est programmable et modifiable, permettant ainsi de réaliser pratiquement n'importe quelle fonction dans un seul circuit. Elles peuvent donc remplacer l'association de plusieurs circuits logiques standards. Aussi, elles permettent d'être programmées et reprogrammées, même en étant dans la carte de développement, ce qu'on appelle System Programming, in System Programming, ISP. Alors, on parle, dans ce domaine, on parle de PLD plus généralement, et plus spécifiquement de FPGA ou de SoC, System on Chip. Donc voilà pour l'évolution de la logique, que ce soit câblée ou programmée. Alors, puisque la finalité du module FPGA VHDL est la synthèse et la modulation des circuits logiques, combinatoires ou séquentiels, on va faire un petit rappel sur les principaux circuits logiques combinatoires et séquentiels. Alors, un circuit combinatoire est un circuit où les sorties, donc les sorties ici, d'un système logique donné dépendent uniquement des valeurs des entrées. C'est-à-dire, si la valeur d'une entrée change, la sortie change. Pour les mêmes valeurs des signaux d'entrée, on aura les mêmes valeurs des signaux de sortie. Un tel circuit combinatoire peut être réalisé à base de portes logiques, à savoir, ici, il y a la porte inverseuse. Donc, elle réalise la fonction logique W égale à A fois bar. Il y a aussi la porte AND, qui réalise le AND logique entre deux entrées A et B. Donc, tout le monde connaît ça, c'est qu'un rappel. Il y a aussi la porte logique OU, qui réalise la fonction OU. C'est-à-dire la sortie sera égale à 1 si l'une
des entrées où les deux entrées sont égales à 1. Il y a la porte en Inde, W égale à A fois A bar comme équation logique. La porte nord, W égale à A hors B bar comme équation logique. Et enfin, il y a la porte ou exclusif. D'accord, donc pour cette porte qu'on va voir est très utilisée dans la logique programmée, dans les architectures programmables. Donc la sortie elle est égale à 1 uniquement si l'une des entrées, et seulement l'une des entrées est égale à 1. C'est-à-dire si les deux entrées sont identiques, soit 0, 0, soit 1, 1, la sortie sera nulle. Donc voilà pour les portes logiques. Donc à base de ces portes logiques de base, bien sûr, on peut réaliser des fonctions combinatoires avancées, comme par exemple les multiplexeurs 4 vers 1, ou aussi très utilisés dans les architectures matérielles, programmables. Donc ici, dans ce cas-là, c'est un multiplexeur 4 vers 1, ça veut dire il y aura 4 entrées, une sortie, et il y aura 2 broches d'adressage ici. C'est en fonction de ces 2 entrées d'adressage que la sortie prendra l'une des valeurs des entrées. Si c'est 0, 0, la sortie sera égale à W0, première entrée. Si les entrées d'adressage sont égales à 0, 1, c'est W1, ainsi de suite. Donc en bas, on retrouve ici l'architecture ou le schéma logique de ce multiplexeur. Une autre fonction avancée très utilisée, c'est les décodeurs. Donc ici, on voit le schéma logique d'un décodeur 1 parmi 4. Maintenant, concernant la logique séquentielle, alors un circuit séquentiel, quant à lui, est un circuit où les sorties d'un système logique, ici séquentiel donné, dépendent non seulement des entrées, mais aussi ils dépendent des étapes précédentes des sorties. C'est-à-dire, en d'autres termes, elles dépendent du temps, c'est-à-dire le passé. C'est la notion de mémorisation. Donc, il permet d'introduire la notion de mémorisation. Là aussi, il y a des composants de base, donc à savoir les bascules. Donc, comme ici, la bascule D, donc tout simplement Q égale à D. Mais regardez, il y a un signal qui s'ajoute ici, c'est le signal d'horloge. C'est une spécificité des circuits logiques séquentiels. Donc, c'est elle qui cadence le fonctionnement des sorties. C'est-à-dire Q égale à D, d'accord, mais comme ici le signal d'horloge égale à 1. Bien sûr, ici, c'est un signal d'horloge sur un état, mais la plupart des cas, donc voilà le signal d'horloge qui est axé sur un franc. Ici, c'est le cas du franc montant. Et ici, c'est une bascule JK, donc c'est la plus générale des bascules. Donc il y a 4 cas. Donc quand J égale à K égale à 1, sur de mémorisation, c'est-à-dire la sortie Q conserve l'état précédent avant l'arrivée du franc montant. Quand c'est J égale à K égale à 1, quand J égale à K égale à 0, là il y a la mémorisation que j'ai expliquée. Mais quand J égale à K égale à 1, là il y a basculement, c'est-à-dire quand le franc montant arrive au niveau de l'horloge, ici, la sortie Q, il y aura un basculement au niveau de la sortie Q, c'est-à-dire si Q égale à 1, elle devient 0, si t égale à 0, elle devient égale à 1. Et bien sûr, pour le reste, on peut dire que Q, quand J égale à K sont différents, Q, elle va suivre la valeur de J. Donc ça, ce sont les composants de base. Donc les bascules, il y a aussi la bascule T, qui correspond à une bascule JK avec J égale à K égale à 1. Donc c'est-à-dire qu'il fonctionne toujours en mode basculement. Donc à partir de ces bascules-là aussi, on peut réaliser des circuits logiques séquentiels, donc qui sont plus avancés, comme par exemple les compteurs asynchrones. Donc en général, les compteurs asynchrones donc, sont réalisés à base de bascules ici T ou de bascules T qui sont branchées en cascade. L'horloge attaque l'entrée de la première bascule, et c'est la sortie de la première bascule qui attaque l'horloge de la deuxième bascule ici. Et c'est la sortie de la deuxième bascule qui attaque l'horloge de la troisième bascule, ainsi de suite, ce qu'on appelle les bascules sont montées en cascade. Et avec ce type de montage, on arrive à créer des compteurs. C'est-à-dire ici la sortie, Q0, Q1, Q2, et il va varier au rythme de l'horloge. Donc ici, remarquez, on a au départ 0, 0, 0. Quand le franc montant d'horloge arrive, premier franc montant,
on vérifie que les sorties passent à 0, 0, 1. Donc c'est 1 en décimale. Deuxième franc montant, ça passe à 0, 1, 0. C'est 2, puis 3, puis 4. Et puisque il y a 3 bascules, on a réalisé un compteur modulo de la puissance 3 moins 1 à 2 la puissance 3. C'est-à-dire qu'il va compter de 0 à 7 à 2 la puissance 3 moins 1. Donc voilà l'une des fonctions avancées dans logique séquentielle. Il y a aussi les compteurs programmables, c'est-à-dire ce sont des circuits intégrés qu'on peut programmer soit en compteur, soit en décompteur. Donc ils ont généralement une entrée de commande ici, up-down. Ça veut dire si cette entrée est égale à 1, il fonctionne en compteur, si elle est égale à 0, il fonctionne en décompteur. Donc le tout est cadencé ici par un signal d'horloge actif sur franc montant. Il y a aussi une entrée de remise à 0 et bien sûr des sorties ici. Puisqu'on a 4 sorties, donc on aura un compteur modulo 16. Et éventuellement des sorties de retenue comme ici, soit le carry out pour le comptage, borrow out pour le décomptage, pour indiquer la fin du comptage ou le décomptage, ou terminal count pour compteur ou décomptage. Donc voilà typiquement un compteur programme qu'on retrouve souvent de circuits intégrés, c'est-à-dire on va pas réaliser ça à base de bascule. Et pourquoi on dit ils sont programmables? Parce on peut commander cette entrée up, down, pour qu'ils fonctionnent soit en compteur, soit en décompteur. Alors, un autre exemple de circuit séquentiel avancé, ce sont des registres à décalage qui sont généralement utilisés dans la transmission des données, par exemple pour passer du traitement parallèle vers la transmission série de ces données, et inversement. Donc, par exemple, on retrouve des registres à décalage ici, chargement parallèle, lecture parallèle, c'est-à-dire on écrit la donnée en parallèle, et on va la lire en parallèle. Ici, par exemple, on retrouve une écriture série, c'est-à-dire l'entrée série, donc on va charger le registre bit par bit avec un décalage vers la droite. Et après, on peut soit lire la donnée d'une façon série, soit la lire d'une façon parallèle comme ici. Donc le décalage peut être de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Donc voilà, là, par exemple, la figure suivante montre le brochage typique d'un registre à décalage universel. Ça veut dire, on peut ici commander un chargement parallèle avec cette broche. Donc à ce moment-là, le mot binaire qu'on retrouve à l'entrée, qu'on met à l'entrée, va se retrouver à la sortie. Donc ici c'est écriture parallèle, lecture parallèle. On peut aussi commander décalage vers la droite ou décalage vers la gauche avec ces deux entrées. En commandant bien sûr ici le sens du décalage. C'est pour ça qu'on dit c'est un registre universel, il peut presque tout faire. Et le tout toujours, c'est de la logique séquentielle, il est cadencé par une horloge, ici sur franc montant. Alors pour rappel, le symbole pour une horloge sur franc descendant, c'est celui-là. Donc ça correspond à une horloge active sur franc descendant. Alors on a vu les compteurs, on a vu les registres, maintenant il y a les mémoires. Donc, là aussi, ce sont des circuits logiques séquentiels, donc très utilisés dans la logique programmée et même dans les architectures des PLD. Donc une mémoire, donc c'est un bus d'adresse et un bus de données. D'accord. Et des entrées de commande. Si c'est une mémoire à lecture-écriture, il y a le read ou write qui va commander soit l'écriture, soit la lecture. Il y a le chip enable pour la validation du circuit. Donc ça, c'est typique pour mémoire RAM, par exemple, à lecture-écriture. Donc on distingue 3 types de mémoire. Il y a la mémoire RAM, donc elle est à lecture-écriture, mais elle est volatile, c'est-à-dire elle perd les données quand on coupe l'alimentation. Donc généralement dans un système programmée, elle est utilisée pour stocker les données temporaires. Il y a la mémoire EEPROM, donc elle est programmable, donc c'est une mémoire RAM, mais qui est effaçable et programmable électriquement. Donc le EEP, c'est-à-dire électriquement effaçable et programmable. Donc c'est équivalent à une RAM, entre guillemets, puisqu'on peut l'effacer et la programmer électriquement, donc via des instructions. Et elle sert à stocker en général les données permanentes, de paramétrage, de code d'une serrure, des trucs comme ça. Et il y a enfin la mémoire flash.
Donc, sur mémoire, c'est celle qu'on retrouve par exemple dans notre USB. Et dans les systèmes microprogrammés ou programmés, on l'utilise généralement pour stocker le programme que va exécuter le processeur. Donc, toujours dans le domaine des circuits logiques intégrés, donc ces derniers sont classés suivant généralement deux principales familles. Et chaque famille est caractérisée par des paramètres électriques distincts comme l'alimentation, la consommation, les performances dynamiques comme le temps de propagation ou la fréquence de travail. Donc on distingue ainsi la famille TTL, transistor logique, donc pour TTL, qui utilise généralement les transistors bipolaires dans sa conception. D'accord, donc ce sont une technologie caractérisée par un temps de réponse qui est faible, donc un avantage, mais ils consomment plus et surtout ils ont besoin d'une alimentation comprise entre 0 et 5 volts, c'est-à-dire on ne peut pas alimenter les circuits TTL avec des tensions négatives et on ne peut pas les alimenter avec des tensions qui dépassent 5 volts. Donc voilà les caractéristiques de la TTL. Alors pour la famille CMOS pour Complementary Metal Oxide Semiconductor, donc il utilise une technologie à base de transistors MOS, donc MOSFET, soit NMOS, soit PMOS. Donc déjà là on voit que la consommation va diminuer, mais en général les temps de réponse vont augmenter. Et surtout du point de vue alimentation, ce sont des circuits logiques qui peuvent être alimentés typiquement entre moins 18 et plus 18. Donc voilà en général les spécificités. Donc c'est pour ça que dans la logique, donc il faut essayer de soit d'utiliser uniquement des circuits TTL pour qu'ils soient adaptés ou uniquement des circuits CMOS pour que les niveaux logiques soient adaptés, soit si on veut qu'un circuit CMOS attaque un circuit TTL ou un circuit TTL attaque un circuit CMOS, il faut vérifier l'adaptation. Donc comme ici, si on remarque bien, donc on suppose on va prendre un circuit TTL et un circuit CMOS qui sont tous les deux alimentés entre 0 et 5 volts. Donc on voit bien ici les niveaux logiques. Alors j'explique. Alors un niveau logique haut, c'est pas une tension qui correspond à 5 volts, mais c'est une tension qui correspond à une plage de tension. C'est-à-dire, c'est un niveau logique, je m'excuse, qui correspond à une plage de tension. Donc pour la TTL, toute tension à l'entrée bien sûr, comprise entre 2 et 5 volts, c'est considéré comme un niveau haut, c'est interprété comme un niveau haut. Et toutes les tensions qui sont comprises entre 0 et 0,8, c'est interprété comme un niveau bas. Et la zone interdite, elle est comprise entre 0,8 et 2. Donc ça veut dire, un circuit TTL, on doit éviter de l'attaquer avec une tension comprise entre 0,8 et 2 volts. Parce que si nous sommes indéterminés, on ne sait pas cette tension, est-ce qu'elle sera interprétée comme un 1 ou un 0. Et pour la sortie, la même chose. Un circuit TTL te donnera en sortie pour un niveau haut, ici, il va te donner en sortie une tension comprise entre 5 et 2,7. Et on voit bien qu'une sortie TTL, là, elle est adaptée à une entrée TTL. C'est-à-dire, elle est à l'intérieur de la plage. Donc, toute sortie TTL peut, normalement, attaquer une entrée TTL. La même chose, regardez, un signal de sortie TTL, il te donne une tension comprise entre 0 et 0,4. Là aussi, c'est adapté avec une entrée TTL. Donc, on va voir maintenant les CMOS. Donc, les CMOS, c'est pas du tout la même chose. Un CMOS alimenté avec les mêmes conditions, 0,5 volts, pour lui, une entrée niveau haut, c'est une entrée qui doit être comprise entre 3,5 et 5 volts. Et une entrée niveau bas, c'est une entrée qui doit être comprise entre 0 et 1 volt. Et on voit bien qu'il y a un problème. Donc si une sortie TTL veut attaquer une entrée CMOS, donc ils ne sont pas adaptés du point de vue niveau de tension. Si par hasard la sortie TTL fournit 3 volts, ce qui est légitime, on tombe dans la zone interdite de l'entrée CMOS. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'adapter les circuits s'ils ne sont pas issus de la même famille.
Mais surtout ce que je veux, le point sur lequel je veux insister, c'est les spécificités et aussi vous donner l'idée qu'un niveau logique correspond à une plage de température. Un niveau logique, c'est pas 0 c'est 0 volts, 1 c'est 5 volts. Donc TTL, 0, pour les entrées, c'est une tension comprise entre 0 et 0,8. Et pour les CMOS, c'est une entrée comprise entre 0 et 1 volt, et ainsi de suite. Donc chaque niveau logique correspond à une plage de tension qui dépend bien sûr de la technologie qui a été qui est utilisée. Donc voilà pour ce point, donc cette première partie de la vidéo qui concerne un tour d'horizon. Donc on a essayé de voir un peu rapidement, ce n'est qu'un rappel, la logique combinatoire, séquentielle, les circuits avancés dans les deux logiques, et aussi les technologies qu'on utilise dans les circuits intégrés numériques. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet en décrivant sans trop de détails, sans trop détailler, les principes de base et technologies utilisées pour la conception d'un circuit logique programmable, PLT. En effet, donc, un circuit programmable est un assemblage. Donc, logiquement, on va prendre un assemblage de circuits de base génériques qu'on a décrit avant. C'est-à-dire un assemblage de portes logiques, un assemblage de bascules. Donc, et cet assemblage ne réalise au départ aucune fonction précise. Donc, ça veut dire la fonction réalisée n'est pas fixée lors de la fabrication. Donc, on a ici un ensemble de portes logiques et un ensemble de bascules, par exemple. Alors, c'est quoi la programmation ou la synthèse logique de ce circuit programmable? Donc, le programmer, ça consistera alors à définir, avec les outils que tu as à l'intérieur, la fonction à réaliser. En déterminant bien sûr le câblage électronique entre les éléments de base qui sont à l'intérieur. Donc, on a des éléments de base, et on va les programmer, ça veut dire les remettre entre eux pour réaliser une fonction donnée. Donc, regardons tout d'abord comment on peut faire ça. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle les réseaux logiques programmables, les PLA. Les réseaux logiques programmables. Donc là, puisque toute fonction combinatoire peut se mettre sous forme d'une somme des OU ou d'un produit des et, on réalise, donc comment on réalise des portes logiques OU et dans les PLD, on peut le réaliser avec des technologies de fusibles. Donc ici, regardons l'exemple de la porte E. Donc ça c'est la porte, elle est à deux entrées. Donc on peut bien sûr mettre autant d'entrées qu'on veut. Donc si on veut ajouter notre entrée C, il suffit d'ajouter sa diode correspondante et son fusible. Donc ça c'est le fusible correspondant. Donc vérifions est-ce que c'est une porte E. Donc on voit bien que la diode ici, quand le A sera égal à 0, la diode va conduire. Cette diode là elle va conduire quand le A est égal à 0. Donc puisqu'elle va conduire, elle sera court-circuitée. Et on va retrouver le A ici, à la sortie S. Donc le S sera égal à 0 parce que la diode a été court-circuitée. Donc à chaque fois que A ou B, ou les deux sont égales à 0, leurs diodes respectives conduisent, court-circuit, le fusible est là, donc le S est égal à 0. Donc maintenant, si les deux sont à 1, c'est-à-dire A égale à 1 et B égale à 1, à ce moment les diodes sont bloquées, et quand ils seront bloqués, on a S égale à BC. Voilà en général le symbole en représentant les fusibles. Alors c'est quoi programmer cette porte? C'est griller ou laisser le fusible intact. Par exemple ici, si je grille ce fusible, donc si je laisse les fusibles intacts, le S sera égal à A1 de B. Si je grille ce fusible, ça veut dire qu'il n'existe plus, ça veut dire qu'il est grillé ici. Donc la diode elle est déconnectée, c'est-à-dire le A, l'entrée A, elle sera déconnectée de la sortie. Donc l'équation va changer. Au lieu de A fois B, j'obtiendrai B tout simplement. Et imaginez si on a 8 ou 4 ou 10 entrées, donc on peut programmer la sortie AND en grillant le fusible ou les fusibles qu'on désire. La porte ou la même chose, donc il suffit de changer le câblage ici et d'ajouter des fusibles avec chaque entrée. Et programmer ce réseau logique, ça revient à laisser le fusible en place, donc
Donc la programmation consistera à fondre ou non les fusibles en fonction de la fonction logique qu'on désire. Donc, partant de ce principe, donc on va essayer de voir une structure de PLA. De quoi elle est constituée? Donc PLA, c'est Programmable Logic Array. Donc réseau logique programmable. Donc là, c'est Programmable Logic Array. Donc voilà, il est constitué en généralement quoi? Donc on a les entrées. Les entrées, qu'est-ce qu'ils attaquent? Un réseau. Donc un réseau de portes INT. Et les sorties de ces portes INT vont attaquer. Donc c'est ça. Donc les entrées se connectent au réseau de portes INT. Et les sorties vont se connecter à la sortie d'un réseau de portes O. Donc il y a deux réseaux, un constitué par les portes INT et l'autre constitué par les portes O. Voilà un exemple. Regardons ce PLA. Donc on a ici les entrées de A jusqu'à F. Chaque entrée est inversée. Donc ça veut dire là, ça correspond à A. Là, ça correspond à A bar. Là, ça correspond à B. Là, ça correspond à B bar. Et ainsi de suite. Donc, on attaque ici le réseau de INT. Voilà le réseau de INT. Et la sortie des INT vont attaquer un réseau de O. Et on trouve les sorties. Les points qui sont là, ça correspond à un fusible qui est resté, par exemple, ce point, c'est un fusible qui est resté intact. Ce point, c'est un fusible qui a été grillé. Par exemple, regardons à quoi égale l'équation de la sortie Q3. Donc Q3 égale. Donc c'est un PLA qui a déjà été programmé. Donc on voit bien que l'entrée de la porte O, il y a uniquement 3 fusibles qui ont été conservés. Donc on aura comme ça. On aura 3 expressions. Alors la première expression vient de cette porte. Et si je vérifie la porte, donc il y a 2 fusibles qui sont connectés, qui ont été conservés dans ce réseau-là. Celui correspondant à C bar et celui correspondant à D. Ça veut dire ici, première fonction logique qui va entrer, c'est C bar D. Donc C bar D. Ou, maintenant la deuxième, c'est celle-là. Alors qu'est-ce qu'on a conservé? On a conservé E et on a conservé A. Donc A fois E. Donc A1 de E, je m'excuse. Et la troisième sortie AND qui va attaquer le réseau O, voilà. Celle-là et celle-là. Troisième sortie AND qui va attaquer. Donc on a conservé D bar et E. Donc on aura D bar. Voilà donc un exemple de programmation d'un réseau logique PLA. Donc là c'est la première technologie qu'on peut utiliser pour dans l'architecture d'un PLD. Elle est basique. On va voir qu'elle a été améliorée. Donc avec quoi? Donc avec des multiplexeurs. Donc on sait bien qu'un multiplexeur, on l'a vu déjà au départ, c'est un circuit logique combinatoire permettant un aiguillage d'informations. Et cette fonctionnalité d'aiguillage lui permet aussi d'être un opérateur programmable. Donc, illustrons ça avec un exemple. Donc voilà. Donc ça c'est un multiplexeur 4 vers 1, donc celui qu'on a vu au départ. Donc l'équation logique de la sortie F sera égale, donc F sera égal à E0, quand S sera égal à E0, quand S0 et S1 seront égales à 0, 0. C'est pour ça qu'on a mis S1 bar, S0 bar fois E0. Ou ici, ça sera égal à E1 quand est-ce que ça? Quand on aura 0, 1. C'est-à-dire S1 égale à 0, ici, bar, S0 égale à 1. Ou égal à E2 quand c'est 1, 0. Ou égal à E3 quand égal à E3 quand S1 égale à S2 égale à 1. Donc, c'est un multiplexeur avec 4 entrées, 2 entrées d'adressage et une sortie. Alors de l'équation ci-dessus,
on te dit que pour réaliser ou programmer une fonction donnée à l'aide de ce multiplexeur, f sera alors la sortie de cette fonction. S1 ne seront plus entrées d'adressage, mais S1, ils seront les entrées de la fonction logique. Ce sera les entrées de ma fonction logique. Et E0, E1, E2 et E3 devront être programmés, donc on va programmer ça, on va programmer ces entrées-là, en fonction de l'équation logique qu'on désire. Donc, par exemple, on veut réaliser une porte NAND. Donc, si on veut réaliser une porte NAND avec S1, S0, donc on veut faire ça. Je vais supprimer. Donc, il faut que F soit égal à S1, AND avec S0. Voilà ce que je veux réaliser, que je veux programmer avec ces multiplexeurs. Donc, si je consulte la formule de base, donc je dois conserver ça. Donc, pour le conserver, il faut que E0 soit égal à 0 pour supprimer ce terme. Il faut que E1 soit égal à 0 pour supprimer ce terme. Et il faut que E2 soit égal à 0 pour supprimer ce terme. Bien sûr, E1 doit rester à 1. Et c'est comme ça qu'on tombe sur cette combinaison. En mettant 1, 1, 1, 0 à l'entrée, j'ai programmé une porte AND avec ce multiplexeur. Alors, imaginez les combinaisons qu'on peut faire après. Par exemple, on veut supprimer ça. Donc, on veut réaliser une porte XOR, donc ou exclusif. Donc, pour la fonction XOR, donc, ça veut dire on aura S1 bar S0 ou S1 S0 bar. C'est ça la porte ou exclusif, c'est-à-dire S0 ou exclusif S1. Donc, ça veut dire, je consulte mon équation. C'est-à-dire, je dois conserver ce terme-là et conserver ce terme. Pour les conserver, je dois supprimer celui-là. C'est-à-dire, je dois mettre E0 à 0. Je dois supprimer celui-là. Je dois mettre E3 à 1. À 0, je m'excuse. Les deux autres, je dois mettre 1 à l'entrée E1 et 1 à l'entrée E2. Et comme ça, je conserve ce que je veux pour avoir un porte ou exclusif. Donc, voilà la deuxième technologie qui peut être utilisée pour programmer un circuit logique. Les multiplexeurs. Maintenant, on va vers une autre méthode utilisée, c'est la porte OU. Alors, elle est considérée comme l'opérateur programmable le plus élémentaire. Donc, si on regarde sa table de vérité, donc on a déjà dit que la sortie F sera égale à 1. Quand est-ce qu'elle sera égale à 1? Si les deux entrées sont différentes, ici. Elle sera égale à 0 si deux entrées P et A sont identiques. Alors ici, P, donc, on va jouer ici. Si on veut l'utiliser comme un opérateur programmable, P sera ici comme entrée de programmation. A, entrée logique et F, sortie logique. Donc, dans le PLD, on va voir que la principale utilisation d'une porte exclusive est la complémentarité. Donc, à chaque fois qu'on veut faire le A bar ou le B bar, par exemple, ici, on veut faire le A bar. L'idée, c'est quoi? Donc, c'est que P sera comme entrée de programmation, ici, et sera assurée par ce montage. Avec un fusible. Si le fusible reste intact, c'est-à-dire qu'on aura P égale à 0, et si on a ici P égale à 0, on est là. À ce moment-là, c'est la fonction identité. Donc, c'est-à-dire F sera égal à A. Par contre, si on grille le fusible, à ce moment-là, le F sera égal à 1. Et je m'excuse, le P sera égal à 1. Et là, d'après la table de vérité, quand le P égale à 1, on a F égale à A bar. Donc, on arrive à programmer soit la porte identité, la fonction identité, soit la fonction inversion, c'est-à-dire le bar. Donc, autre méthode ou technologie utilisée par les architectures, par les PLD, ce sont les mémoires SRAM. Donc, la mémoire SRAM, dans un PLD, elle peut être utilisée pour le stockage
tout simplement des données, on va voir ça, ou pour le contrôle des commutateurs programmables, c'est-à-dire on va voir qu'elle peut remplacer les fusibles, et comme ça on pourra reprogrammer nos PLD, et aussi comme un bloc logique qu'on appelle les lookup tables, permettant de programmer une fonction logique. Donc, dans l'exemple suivant, donc on a utilisé une mémoire ici, mémoire RAM, donc 16 adresses de 1 bit, donc 16 fois 1. C'est-à-dire on a un bus d'adresse de 4 bits, donc avec 4 bits au niveau du bus d'adresse, je peux avoir 16 adresses. Donc c'est pour ça qu'on dit, voilà les adresses, 16 adresses. Et chaque adresse stockera un bit, un mot binaire de 1 bit, c'est la donnée. Donc les adresses et les données. Donc là, exemple, je veux réaliser ce circuit logique combinatoire. 4 entrées, une sortie. Donc à ce moment-là, les adresses de la mémoire correspondront aux entrées de la table de vérité et la donnée qui sera stockée, c'est la valeur de la sortie correspondante à chaque état. C'est-à-dire pour réaliser ça, cette fonction logique. Quand on a ici 0, 0, c'est-à-dire A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0, D, il faut que F soit égal à 0. Je mets ici et je remplis. C'est comme si je suis en train de remplir une table de vérité. Mais en réalité, je suis en train de remplir la mémoire avec les données qui correspondent à cette fonction logique. Si cette fonction logique change, donc il va changer, automatiquement la nouvelle table de vérité va entraîner le changement des données qui seront stockées dans la RAM. Et j'ai ce qu'on appelle un lookup table, c'est-à-dire une mémoire qui pourra réaliser une fonction logique donnée. Donc les SRAM sont très très importants dans le domaine des PLD. Le stockage, comme on connaît, mais aussi ils vont jouer le rôle de commutateur, ils vont remplacer les fusibles, et aussi ils peuvent jouer des tables LUT pour réaliser des fonctions logiques, comme les réseaux, les PAL, les réseaux programmables ou les multiplexeurs. Alors, dernier point qu'on va voir concernant les technologies, ce sont les commutateurs. On va le dire. Donc, il y a 3 façons de les réaliser, un commutateur. Les fusibles, on a vu ça, la technologie des fusibles, qui est pratiquement en voie de disparition. Donc, parce que on a vu que les interconnexions entre composants dans les PLD, dans les exemples qu'on a vus déjà, le fusible peut jouer ce rôle. Mais avec cette technique, le PLD ne peut être programmé qu'une seule fois. Pour la simple raison, une fois le fusible est grillé, je ne peux pas le remettre. Donc, vous me direz comment il sera grillé. Il sera grillé en appliquant une tension qui est élevée qui permet de griller ces fusibles. On va voir des technologies utilisées à ce cas. Alors, actuellement, les technologies qui sont utilisées sont la technique ici, la technique des MOS, des transistors MOSFET à grille isolée, qui permet de programmer électriquement le PLD tout simplement. Donc, les fusibles anciennement utilisés sont remplacés par un transistor MOS à grille isolée, équivalent à un interrupteur ouvert ou fermé, suivant la tension de programmation qu'on applique à sa grille. Donc, on va le rendre soit conducteur, soit bloqué, donc en fonction de ce qu'on veut faire. Et on commande ça par la grille, donc par programme, la tension qu'on applique à la grille. Alors, la troisième technique, c'est la mémoire SRAM, donc avec laquelle la modification de la configuration d'un circuit devient alors logique, et pas électrique. Parce que pour le MOS à grille isolée, pour le rendre conducteur, on doit appliquer une tension spécifique à la grille. Pour le rendre bloqué, on doit appliquer un niveau de tension spécifique à la grille. Donc c'est électrique. Donc ici, pour les SRAM, c'est une technique qui ne nécessite pas d'opération électrique spéciale, comme pour les fusibles, pour les griller, ou pour les transistors, pour les rendre saturés ou bloqués. Donc là, on a une petite mémoire ici, tout simplement, un exemple ici. Et dans cette mémoire-là, si on écrit 0, ça veut dire automatiquement l'interrupteur ici sera équivalent à un interrupteur ouvert. Si on écrit dans la mémoire 1, l'interrupteur sera considéré comme un interrupteur fermé.
l'ordre d'écriture proviendra de la commande d'un transistor. Donc là, ce sont des technologies de commutateurs qui étaient utilisées avant et qui sont actuellement utilisées. Alors, concernant la classification de ces PLD, alors le terme lui-même PLD est un concept générique. Il représente toutes les familles des circuits logiques programmables, qui sont généralement différenciés par leur structure interne. Actuellement, on peut faire la classification simplifiée suivante. Il y a les SPLD, Simple PLD, qui comprennent les PAL, les PLA, c'est-à-dire qui sont rédigés à base de réseaux de circuits logiques programmables. Donc, ce sont les premiers circuits programmables à être utilisés. Et ce sont les matrices qu'on a vues, les matrices de E, les matrices de E, de OU. Donc, on a des matrices de OU qui sont fixes ou programmables. Donc, il y a des matrices de E. La deuxième catégorie, plus avancée cette fois, les CPLD, complexes CPLD. Alors, ce sont des PLD qui sont plus complexes. Comment ça? Donc, on augmente le nombre d'entrées. On conçoit des macrocellules, c'est-à-dire des circuits programmables qui sont plus complexes. Et l'avantage, c'est qu'ils sont programmables, ils sont plus fixes. Il n'y a plus de fusibles, mais des transistors. Et la troisième catégorie, celle qui nous intéresse nous, ce sont les FPGA, qui sont des PLD. À la fois, ils sont plus denses, ils sont plus avancés, et surtout, ils sont plus denses, ça veut dire qu'ils permettent, ils ont une densité d'intégration élevée, ils permettent d'implémenter plus de fonctions logiques, plus avancées et plus flexibles du point de vue programmation. Donc, maintenant, on va entrer dans, on va parler donc, on va un petit peu parler des PAL, des PLA, et on va surtout décrire l'architecture des FPGA. Donc, pour les PAL, donc on a déjà vu que ce sont les premiers circuits programmables qui ont été utilisés, et ils sont réalisés à base de matrices. Donc, en général, une matrice de E qui est programmable, voilà. La matrice de E, elle est programmable, ce sont les fusibles là, ici. Une matrice de OU qui est fixe. Donc la structure de base de ce PLD est représentée par ce schéma-là. Ça, c'est la structure de base. Donc, on va voir un exemple. Donc là, c'est un exemple d'utilisation de PAL, donc basique. Donc là, on a 3 entrées ABC et les output 1, output 2, ce sont on récupère les sorties output 1, output 2. Ici, par exemple, le output 1, donc c'est cette sortie AND ou cette sortie AND ou cette sortie AND, donc on peut faire l'équation. Donc la première sortie AND, c'est C bar, AND B, AND A. Donc A, AND B, AND C bar. Ou, ça c'est pour la première. Ou la deuxième porte, c'est, deuxième AND, c'est C bar, je m'excuse, C, B bar, A bar. Donc A bar, B bar, C. Ou, troisième porte AND, A, B bar. Donc ça c'est un exemple, donc on a déjà vu ça pour les PAL. Alors, du point de vue circuit intégré, donc la structure typique d'un PAL contient les entrées bien sûr. Donc typiquement le nombre d'entrées il est entre 8 et 20 entrées en fonction de ce qu'on veut. Il y a aussi les sorties, donc output. Donc là c'est soit des sorties output, soit entrée-sortie comme on a vu, ça veut dire des sorties qui peuvent être injectées à l'entrée. Donc input output ou output, en général typiquement de 2 à 15. Éventuellement un signal d'horloge, si on a des sorties bascules, une entrée de validation, output enable pour valider les sorties, et éventuellement, bien sûr, ça c'est typique, une entrée de remise à 0 reset. Et voilà notre circuit intégré PAL typique. Maintenant les FPGA, donc ça c'est uniquement pour un peu d'historique, et maintenant les PAL ne sont plus utilisés. Maintenant les FPGA. Maintenant,
description des FPGA qui sont les PLD qui traités dans la suite des vidéos de ce module. Alors vu que le FPGA est le plus dense, le plus avancé et le plus flexible des circuits logiques programmables, son utilisation permet de concevoir, donc réaliser des systèmes performants, donc faible coût de développement et une grande flexibilité en termes de conception. Donc, comme le montre la figure suivante, l'architecture de base d'un FPGA est généralement composée, si on veut dire, deux couches. Donc la première couche, donc, ce sont les blocs constitués de quatre trucs. Il y a des blocs logiques configurables, les CLP, blocs logiques configurables. Il y a les blocs d'entrée-sortie, donc les entrées-sorties configurables. Il y a une architecture de routage programmable. Et il y a les RAM, des mémoires internes. Et on peut aussi ajouter des blocs, les blocs embarqués. Donc là, ça constitue, donc on peut même ajouter les générateurs d'horloge. Donc ça, c'est la première couche. Alors cette première couche, qu'est-ce qu'on retrouve? On a dit les CLP. C'est quoi les CLP? Ce sont les blocs qui permettent d'implémenter la fonction logique désirée. Ça peut être un multiplexeur, ça peut être ce que vous voulez, donc à l'intérieur de ces blocs rouges. Alors ils peuvent être interconnectés entre eux, bien sûr, en utilisant cette fois le réseau de routage programmable, qui est ici en violet. D'accord? Donc les programmes, ça permet de relier les blocs logiques entre eux. Elle permet aussi de relier ces blocs logiques avec les entrées-sorties, qui sont eux aussi programmables. Les entrées-sorties programmables, les blocs logiques, peuvent être reliés à l'aide du réseau de routage, lui aussi qui est programmable. Alors cette première couche contient aussi, comme j'ai dit, les blocs RAM. Donc ce sont les BRAM, c'est-à-dire les blocs de mémoire internes qui sont configurables, c'est-à-dire on peut, la taille elle est fixe, mais on peut configurer sa structure, c'est-à-dire est-ce qu'on aura 16 adresses de 8 bits ou 32 adresses de 4 bits, on va voir ça en détail. Donc il y a aussi les blocs embarqués EAB, Embedded Area Block, ils ne sont pas représentés ici. Donc ce sont des blocs dans lesquels on peut implémenter des fonctions qui sont plus complexes que les circuits logiques combinatoires ou séquentiels. On peut implémenter des DSP, des multiplicateurs ou carrément des processeurs embarqués. Donc ça c'est la première couche. En dessous de cette couche, il y a la deuxième couche qui est constituée essentiellement de cette bloc bleu. C'est la mémoire de configuration. Alors c'est cette mémoire-là qui permettra de décrire l'architecture du système, se trouvant dans la première couche. Ainsi, par exemple, le contenu des CLB est programmé pour contrôler la fonctionnalité des blocs logiques. C'est-à-dire cette mémoire-là, cette mémoire de configuration, c'est elle qui va indiquer au bloc logique, ici, les fonctions qu'ils vont réaliser. C'est elle qui va permettre de configurer le routage programmable en fonction des liaisons qu'on peut effectuer, d'accord, avec soit les connexions avec les blocs logiques entre eux, soit les blocs logiques avec les sorties. C'est ça la deuxième couche, c'est cette mémoire de configuration. C'est dans cette mémoire que vous allez téléverser votre programme de modélisation. Donc, concernant les technologies des FPGA, il existe trois grandes catégories qui diffèrent essentiellement dans la méthode utilisée pour stocker les informations dans le fichier de configuration. Le fichier de configuration, comment il sera stocké? Donc, à l'intérieur du FPGA. C'est-à-dire la couche numéro 2, ici, le bloc de configuration, ici. Comment on va stocker dans ce bloc-là le fichier de configuration? On distingue alors ce qu'on appelle les FPGA à antifusibles, qui sont programmables une seule fois. Donc ils sont basés, donc voilà,
ce qu'on appelle les antifusibles. Alors c'est quoi les antifusibles? Ce sont des circuits ouverts. Donc comme ici, l'exemple qu'on va voir, donc le circuit il est normalement ouvert. Et quand est-ce qu'il va se fermer? C'est une fois on applique une tension qui est suffisamment élevée. C'est pour ça qu'on l'appelle antifusible. Le fusible il est initialement court-circuité, et quand on le grille, ça veut dire il devient circuit ouvert. Là c'est antifusible. Donc ici le schéma qui est montré ici, ça concerne la structure PLICE, P-L-I-C-E. D'accord? Donc programmable Low Independence Circuit Element, utilisé par le fabricant Actel. L'idée elle est très simple, elle vient du condensateur. Donc qu'est-ce qu'on a? On a deux conducteurs, on a un diélectrique ici. D'accord? Alors, tant que le diélectrique existe, donc il y a l'isolation entre les deux conducteurs. Mais quand on applique une surtension, donc c'est-à-dire quand il n'est pas programmé, le diélectrique isole les deux conducteurs, alors que lorsqu'on le programme, comment le programme? On va appliquer, comme je dis, une surtension ici, le diélectrique va claquer, et donc à ce moment-là, il aura la liaison qui s'effectuera. Il ne jouera plus le rôle d'isolant, et l'antifusible deviendra conducteur. Alors, le principal avantage de ces FPGA, donc le principal avantage, c'est qu'ils sont faiblement sensibles aux radiations, donc aux radiations électromagnétiques. Donc, ça, c'est le premier avantage. Ils sont fiables, c'est-à-dire, une fois programmés, on ne risque pas d'avoir un changement au niveau de la programmation. Donc, ils ont une capacité d'intégration très grande et une rapidité au niveau de la programmation. Mais par contre, leur principal inconvénient, c'est qu'ils sont non reconfigurables. Une fois on grille les antifusibles, donc le FPGA est programmé et configuré, donc on ne peut pas le reprogrammer. Donc ils sont destinés à être étudiés dans des environnements qui sont très ils sont soumis à des radiations comme le domaine spatial. Maintenant, la deuxième catégorie de FPGA, ce sont les FPGA à mémoire SRAM. C'est exactement cette catégorie qu'on va utiliser dans le TMP. Donc, qu'est-ce qu'ils utilisent? Donc, ils utilisent une mémoire statique à accès aléatoire, SRAM, Static Random Access Memory, pour stocker les données de configuration. Donc, un exemple d'utilisation de la structure de programmation à base de points mémoire SRAM présenté par la figure suivante. Donc là, dans le premier cas, la mémoire SRAM, elle permettra de commander le transistor, ça veut dire ce transistor, il appartiendra au réseau d'interconnexion, soit pour valider une connexion, soit pour supprimer une connexion, en fonction du 1 ou du 0 qu'on va mettre dans la SRAM. Ici, dans le deuxième exemple, donc, elle est connectée pour contrôler le multiplexeur d'un bloc logique, donc et ça permet en même temps de contrôler la fonction logique réalisée par ce multiplexeur, ou une porte 3 états. Voilà des exemples d'utilisation de mémoire SRAM dans la configuration. Alors quels sont les avantages de ce type de FPGA? Premièrement, ils ont un temps de configuration qui est vraiment réduit. Ils sont reconfigurables et ils ont un faible coût. Donc là, l'avantage, c'est qu'ils sont reconfigurables soit partiellement, soit totalement. Mais puisqu'on parle de mémoire SRAM, donc à cause de ce mode de stockage volatile, donc les données sont sensibles aux radiations. Il y a aussi une consommation d'énergie qui est plus importante que pour les FPGA antifusibles et une capacité d'intégration qui est beaucoup moins élevée que pour les FPGA antifusibles. Maintenant, le milieu des deux. Donc, ce sont les FPGA à mémoire flash qui combinent les avantages majeurs des SRAM et des antifusibles, à savoir
donc la possibilité de reprogrammation, TSA, la fiabilité et la consommation d'énergie des antifusibles, ainsi que les grandes capacités d'intégration. Parce qu'on utilise une mémoire SA, on va utiliser des mémoires flash. Alors, bien sûr, il y aura des inconvénients. Les inconvénients, c'est le coût qui est élevé. De plus, leur reconfiguration elle est beaucoup plus flexible que la reconfiguration des FPGA mémoire SRAM. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'une alimentation supplémentaire qui est élevée, qui va permettre de programmer et d'effacer la mémoire flash. Donc leur reprogrammation est moins flexible que les SRAM, comme on va voir dans les TP. Les SRAM c'est très très flexible, très facile et très rapide. Maintenant, il y a plusieurs constructeurs sur le marché, et ces constructeurs proposent différentes technologies. Donc le tableau suivant résume ça. Donc, le constructeur Actel propose des FPGA antifusibles SRAM. Le constructeur Altera des FPGA SRAM. Et Xilinx des antifusibles des EEPROM et des SRAM. Donc nous, dans le TP de cette année, on va utiliser un FPGA Xilinx de type SRAM, donc à savoir le Spartan 3N, comme j'ai dit, de Xilinx. Donc maintenant, on va décrire en détail les différents éléments de l'architecture d'un FPGA, en commençant par les blocs logiques LAB, Logic Area Block. Ce sont les points rouges qu'on a déjà vus, c'est-à-dire la logique programmable. Un bloc, donc chaque réseau de blocs logique LAB contient plusieurs éléments logiques, y compris les CLB, c'est-à-dire les blocs logiques configurables qui peuvent être réalisés à base de lookup table, donc mémoire SRAM, ou de multiplexeur, ça veut dire on peut réaliser les blocs qui réalisent des fonctions logiques, soit à base de SRAM, soit à base de multiplexeur comme on a vu. On peut retrouver aussi des bascules et des registres pour la mémorisation. Donc maintenant, le deuxième constituant de la première couche de l'architecture d'un FPGA, comme on a vu, ce sont les blocs d'entrée-sortie programmables qui servent d'interface entre les pins, donc les vrais pins du circuit, et le cœur du FPGA qui contient les blocs logiques, via bien sûr le routage programme qu'on va voir après. Donc on distingue différents types d'entrée-sortie. Il y a les entrées-sorties utilisateurs qui permettent vraiment l'adaptation des signaux. Donc on peut choisir les entrées séquences, TTL, 3,3, 2,5, 1,8, 1,5 ou carrément de la communication différentielle, donc bien sûr en fonction des périphériques. Donc ils sont adaptables. Il y a aussi des entrées d'alimentation, les signaux d'horloge, donc avec la possibilité d'avoir plusieurs horloges avec le générateur d'horloge qu'on va décrire après. Les signes de configuration, donc qui permettent la programmation du FPGA, et enfin les signes de test, donc pour le débogage via une interface JTAG, donc boundary scan. Donc ça c'est pour les blocs d'entrée-sortie programmables. Il y a aussi les matrices de routage programmables qu'on a vu, donc PSM, Programmable Switch Matrix, qui sont représentées ici en violet. Oui, un peu le violet, donc le routage programmable ici. Alors cette matrice de routage permet de connecter des blocs logiques entre eux, ou avec les entrées-sorties programmables du FPGA. En général, différents niveaux hiérarchiques sont disponibles, comme montre la figure suivante. Donc on peut distinguer les liaisons directes entre des blocs logiques voisins, proches, ou des connexions générales à travers des matrices de routage et des canaux disposés suivant une topologie simple, une topologie gris comme on voit ici, ou des connexions à longue distance avec des drivers pour haute sortance ou avec les entrées-sorties programmables. Et bien sûr, le routage est aussi utilisé pour la distribution d'horloges spécifiques sur des canaux dédiés, donc, pour ça. Alors, la quatrième partie qu'on va décrire, ce sont les générateurs et distributeurs d'horloges. Donc, c'est un bloc qui existe, qu'on appelle le DCM.
Donc c'est l'un des points les plus importants dans un FPGA. C'est que le concepteur peut facilement, à travers ce DSM, ou je m'excuse, ce DCM, Digital Clock Manager, donc le concepteur peut générer et distribuer les horloges partout où ils sont nécessaires à l'intérieur du FPGA, à partir bien sûr du signal d'horloge d'origine ici qui proviendra du quartz qui alimente le FPGA. En dernier lieu, on va voir que la partie bloc RAM, donc BRAM, donc dans un FPGA, il y a des blocs de mémoire complets qui peuvent être configurables et utilisables par l'utilisateur. Comment configurable? Par exemple, dans le FPGA Virtex 2, toujours de Xilinx, on distingue un bloc BRAM de 18 kilobits configurable, donc soit 76 kilo x 1, ça veut dire une mémoire de 16 kilo adresse de 1 bit, ou 4 kilo adresse de 4 bits, ou 512 adresses de 36 bits. Donc ça veut dire cette capacité totale peut être configurée selon les besoins de l'utilisateur. Donc maintenant on va finir avec on va finir par décrire plutôt le flot de conception typique pour la programmation ou la modélisation du circuit logique dans un FPGA via un logiciel de conception. Donc chaque constructeur a son propre logiciel de conception. Donc tout d'abord, le processus commence par partie design, ça veut dire soit on va écrire notre description matérielle via le langage HDL comme Verilog ou VHDL, ou carrément on va dessiner un schéma de cette description. Après il y aura la procédure de synthèse, y compris la vérification de la syntaxe, c'est comme l'équivalent de la compilation. On peut s'arrêter ici, donc à ce niveau-là, on peut faire uniquement de la simulation avec des outils comme ModelSim. Après, quand on voudra programmer le FPGA, on doit passer par une procédure d'implémentation. C'est là où il y aura le mappage, placement et le routage. Donc à savoir, on va relier notre bloc fonctionnel, logique, avec les vrais pins du FPGA. Par exemple, avec Xilinx, on appelle ça user constraint, les contraintes utilisateurs. Et après l'implémentation, donc, on va générer le fichier de configuration binaire qui a généralement l'extension .bit. Donc c'est ce fichier de configuration qui va être téléchargé dans la mémoire de configuration du FPGA pour faire le test du système, le test réel du système. Donc nous on va en général travailler avec deux plateformes. Donc il y a la carte d'évaluation Spartan 3N de Xilinx, il y a aussi donc, qui peut être branchée, programmée par port USB, et la carte de développement Arduino MKR Vidor. Donc la première est équipée d'un FPGA Xilinx, donc ici Spartan, et la deuxième est équipée d'un FPGA d'Altera, un Cyclone. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur la prise en main de la carte Spartan 3N avec bien sûr la plateforme logicielle qui permettra de développer et de mettre en œuvre nos programmes VHD.